pensais vraiment pas avoir lu autant au mois d'août. C'est une très très bonne surprise, même si je plaide coupable pour quelques relectures. Hello maître et érudit de la citadelle, c'est Johanna, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Je vais vous parler des livres que j'ai lus au mois d'août, il y en a 20. Je suis assez contente de ces statistiques, mais tout d'abord j'aimerais vous parler du partenaire qui me permet d'avancer plus facilement dans mes lectures et je me dis qu'avec la rentrée, le speed pour ceux qui sont en cours, ceux qui ont des enfants ou ceux qui reprennent le travail et qui ont des horaires très compliqués, on a parfois du mal à trouver du temps pour lire et moi, mon allié, c'est l'audio, mais aussi parfois le livre numérique. On a tous, toujours avec nous un élément, notre téléphone. Et quoi de mieux qu'avoir une petite application de lecture sur ce téléphone pour pouvoir se plonger à n'importe quel moment, même pour 5 minutes dans un livre. Je pense que vous voyez là où je veux en venir avec Nextory, qui est une application de lecture et qui est la seule application qui contient à la fois de l'audio, des livres numériques, de la presse, de la BD, du manga. Elle contient vraiment tous les formats de lecture. Vous pouvez lire à chaque instant. J'ai un petit lien magique en barre de description qui vous permet de pouvoir tester l'application avec 45 jours gratuits. Sur ces 45 jours, vous avez droit à l'abonnement à 9,99 € si je dis pas de bêtises. C'est exactement le même abonnement que moi j'ai en étant partenaire de cette application et ça vous donne droit à 15 heures d'écoute et un accès illimité à tout autre contenu sur l'application. Donc n'hésitez pas. Franchement, c'est un allié pour lire et c'est peut-être aussi un allié pour pouvoir tester certains titres si jamais vous avez un doute avant de pouvoir les acheter. À présent, il est temps de passer à l'update lecture. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, j'ai lu 20 livres, ce qui est plutôt pas mal, sachant que j'ai travaillé tout l'été. Mais sur ces 20 livres, on a quand même 8 relectures. Oui, je dis bien 8 relectures. C'est presque à la moitié, n'est-ce pas? On a 12 audios. Quand je vous dis que les applications de lecture, c'est mon allié, sur ces 20 livres, j'en ai lu 12 en audio. Alors, il y en a certains, je les ai lus à moitié en papier, à moitié en audio, mais ça, c'est une autre histoire. Et 8 livres papier. Sur ces 8 livres papier, il y a 4 graphiques. J'aime bien commencer maintenant mes petits points lecture avec des stats. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et le tout, ça équivaut à 9760 pages. Franchement, je suis assez fière de ce petit record personnel, mais on va surtout dire vive l'audio parce que je vous avoue que sans l'audio, je ne sais pas comment j'aurais pu lire et je vous avoue que moi, aujourd'hui, l'audio s'est intégré à ma routine de lecture, je ne peux absolument pas m'en passer. Sachant que le début du mois d'août a été assez compliqué, j'ai enchaîné quelques déceptions et on va commencer avec l'une d'entre elles tout de suite. Afin de pouvoir avancer dans la saga From Blood and Ash, il a fallu que j'entame la lecture du spin-off Une ombre dans la braise, qui est le premier tome de la saga La chair et le feu de Jennifer L. Armentrout. Les deux sagas, Le sang et la cendre et Une ombre dans la braise, sont totalement liés. Il faut vraiment les lire dans l'ordre de parution pour comprendre vraiment toute l'incidence de l'histoire, étant donné que tout se passe dans le même univers et que cette saga va toucher les ancêtres des personnages qu'on a dans From Blood and Ash. Toutefois, pour moi, ça a été une lecture assez laborieuse. Alors tout d'abord, on va suivre Serafina qui n'a jamais été maîtresse de son destin. Elle doit honorer aujourd'hui un pacte que ses ancêtres ont signé pour elle. Et pour cela, elle va devoir abandonner sa vie et devenir la consort du dieu Nyktos, qui est le roi des dieux. Mais sa véritable destinée, c'est d'assassiner cet original. Et pour cela, elle va devoir jouer un double jeu. Et si elle n'arrive pas à assassiner Nyktos, elle va condamner son royaume à mort. Voilà, ça c'est le pitch qu'on nous a donné. Vous vous doutez que rien ne va se passer comme prévu. Tralalalala, tralalalaler. Voilà. Donc, en soi, on a un pitch assez classique, un pitch qu'on a l'habitude de retrouver dans ce type de romantaisie.
Et si ici on est dans un spin-off qui est vraiment essentiel pour comprendre beaucoup d'éléments de la saga principale, hormis les 200 dernières pages, je me suis fait chier. Clairement, je ne vais pas mâcher mes mots, mais je me suis fait chier. Je l'ai lu en lecture commune avec les personnes qui sont sur le Discord. Vous retrouverez le lien en barre de description. Le Discord est un lieu où on fait des lectures communes, on papote, on partage. Enfin voilà, c'est vraiment un lieu pour la communauté. Et sans la communauté, j'aurais abandonné ce livre. Franchement, ma lecture était un véritable calvaire. L'histoire, elle tourne en rond. L'aspect mythologique qui m'intéresse énormément dans la saga principale, il est vraiment là pour le coup. Mais entre des personnages qui soufflent le chaud et le froid et le fait que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un remake de la saga principale sans aucune originalité, bah franchement en fait si c'est pour lire quelque chose que j'ai déjà lu, bah je passe à autre chose. J'en ai marre d'avoir des histoires en romantaisie qui se ressemblent les unes après les autres, y en a marre. Voilà, y en a marre. J'ai trouvé que la moitié du récit ne servait strictement à rien. Honnêtement, la fin, les 200 dernières pages sont intéressantes. Les 200 dernières pages, elles vous apportent des éléments clés pour pouvoir continuer la saga principale, mais aussi, elles ont vraiment un impact. Elles ont un impact, il y a de l'action, il y a des révélations, il se passe beaucoup de choses. Le début est nécessaire pour la mise en place du contexte, mais tout le milieu du livre, mais vous pouvez le sauter, hein. Clairement. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fini par faire, parce que moi, j'en pouvais plus. J'étais arrivée à même pas 50%, mais j'étais vraiment au bout de ma vie. Et puis là, sur le Discord, les filles qui arrivaient à avancer dans le chapitrage, moi, je n'y arrivais absolument pas. Elles m'ont dit, mais tu sais quoi, en fait, va directement à telle page. Je me suis dit, allez à cette page-là, je me souviens plus le numéro de la page. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est enfin intéressant. Et elles m'ont dit, bah après, si tu sens qu'il y a des manquements, dis-le nous, on t'expliquera ce qui s'est passé. Mais j'ai pas ressenti ces manquements en vrai. Et je suis même totalement passée à côté de cette histoire parce qu'à des moments j'étais là en mode ah mais ça c'était ça, ah mais ça c'était ça, mais en fait j'avais rien compris parce que je m'ennuyais, mon cerveau s'évaporait dès que je lisais, mais je partais dans mes pensées, je commençais à planifier ma journée. Enfin vous voyez le genre de livre dans lequel vous n'arrivez pas à vous concentrer parce qu'il ne vous plaît pas, clairement. En plus on a une héroïne qui est hyper agaçante. Ludio Niktos, je l'aime beaucoup lui, mais l'héroïne Sérafina, mais c'est une des héroïnes que j'ai rencontrées qui est la plus agaçante jusqu'à aujourd'hui. Franchement, entre le fait qu'on a un récit où c'est surtout du manque de communication qui domine l'histoire et une héroïne qui est à claquer, clairement, une héroïne qui prend les pires décisions, qui ne sait pas parler et qui a envie de poignarder tout le monde, au bout d'un moment, c'est bon quoi. C'est du déjà vu. En plus, on l'a déjà vu, ça, avec Popoy. Hein. Enfin, Popoy, c'est Poppy dans From Blood and Ash. Voilà, je lui ai changé son nom. Enfin bref, pour moi, c'était vraiment, vraiment trop long. Lisez les 7 premiers chapitres. Si vous avez envie de lire le milieu parce que ça vous intéresse, faites. Mais si, comme moi, vous vous ennuyez, allez directement aux 200 dernières pages de la saga. Enfin, du livre. Voilà, clairement. C'était pas très réussi comme lecture pour moi. Continue avec les déceptions, comme ça on part sur un peu mieux par la suite. Et je vais vous parler de Captive de l'Impris de Marjorie Burbeau, qui pour moi c'est pareil. En fait cette lecture s'est totalement évaporée de mon esprit, j'y ai vraiment pas accroché. C'était une romantaisie, je lui ai mis 2,5 étoiles et c'est très rare que je mette 2,5 étoiles en termes de notation. Généralement mes moins bonnes notes sont à 3, 3,5. Je suis assez généreuse, mais là j'ai vraiment pas accroché, vous l'avez compris. Là on va suivre une héroïne qui a le pouvoir, je crois, de passer. En gros, elle a un pouvoir, le pouvoir de créer des portails pour passer d'un endroit à un autre. Je sais plus comment ils appellent ça. Et en gros, bah il y a un des personnages qui va de cette histoire la kidnapper. Elle va être sa captive et il veut se servir d'elle, de son pouvoir, pour pouvoir infiltrer le royaume, le palais, et découvrir des choses au niveau de tout ce qui touche à la royauté. Mon résumé est totalement nul, mais clairement j'ai un petit peu tout oublié de l'histoire. Elle ne m'a pas hyper passionnée. L'univers au départ, je l'ai trouvé intriguant. J'ai trouvé qu'il avait beaucoup de potentiel, qu'il était prometteur, sachant qu'on a de multiples créatures. Bon, hormis les humains, on a des sorcières, on a des impris, on a des sirènes. Et tous ces peuples, ils se déchirent, tous ces peuples n'arrivent pas à cohabiter. Et dans ce monde, pourtant, ce serait essentiel qu'ils cohabitent. Il y a vraiment des rivalités. Et rien que
ça avait énormément de potentiel au niveau du contexte sociopolitique, sauf que j'ai pas compris le contexte sociopolitique. C'était très flou, tout était autour de cette romance. Et si vous débutez dans la fantasy, si vous n'avez pas l'habitude d'en lire, franchement, ce livre, il vous plaira. Parce que la romance est bien mise en avant et c'est juste la partie fantasy qui manque. Sauf que moi, aujourd'hui, même quand je lis une romantasy, j'ai besoin d'avoir un univers qui n'est pas que figuratif. J'ai besoin d'avoir un univers qui va se développer, où on va comprendre plein d'enjeux sociopolitiques, on va comprendre plein de petites choses de ce côté-là. Et la plume, en soi, elle n'est pas désagréable. Comme je vous ai dit, moi, le début du récit, j'ai été très immergée dedans. J'ai trouvé qu'il y avait un très bon équilibre entre les dialogues, entre les descriptions. En termes d'action, pour un one-shot, par contre, c'est un petit peu pauvre. Voilà, on est sur un one-shot. Donc, personnellement, j'ai ressenti des longueurs. Mais, comme il n'y avait pas le côté fantasy développé, je me suis ennuyée, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de suspense. On est avec une romance, donc on devine pas mal de choses qui sont prévisibles. Et encore, comme dans beaucoup d'histoires, le problème c'est le manque de communication. Et je vous avoue que c'est quelque chose qui commence à m'insupporter, des personnages qui ne savent pas parler. Et du coup, je me dis, mais en fait, si les personnages parlent, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Avez-vous remarqué un petit peu cet aspect dans vos lectures ? Les personnages, je me suis pas attachée à eux non plus. Ils ont chacun une histoire personnelle qui est censée être touchante, mais j'y suis restée assez hermétique malheureusement. Et même si je comprends certaines réactions qui ont motivé leurs actions et ainsi de suite, ils m'ont gavé. Clairement, ils m'ont gavé. Pour moi, il y avait vraiment beaucoup de potentiel. Mais malheureusement, il n'a pas été exploité. Petit changement de coiffure parce que j'avais vraiment très chaud. Et j'ai mis le ventilateur en route. J'espère que vous ne l'entendrez pas trop. Je l'ai mis en mode nuit, histoire que ça fasse pas trop de bruit non plus. Je vais continuer avec les déceptions. Promis, c'est la dernière de cette update. Après, j'ai fait de bien meilleures lectures. Il s'agit du 7e guerrier mage de Paul Beorn, publié chez Brajlon. Alors ici, on est dans de la Ice Fantasy. Donc j'avais vraiment espoir de tomber sur une petite pépite pas hyper connue. Et... j'ai eu du mal à le finir, ce livre. J'ai eu du mal à le finir et pourtant, j'ai vraiment essayé d'avancer entre le papier et l'audio. L'audio, je me suis dit, bon, allez, ça va me motiver, sauf que ça m'a rendu certaines scènes encore plus malaisantes. Je m'explique. Déjà, on est dans une fantaisie où l'histoire nous est relatée du point de vue du personnage, avec un jeu. Et je vous avoue que quand on touche de la fantaisie pure, de la ice fantasy, j'aime quand on a un point de vue assez omniscient, contrairement à là. Donc on nous dit que notre héros a déserté l'armée la plus puissante du monde, qui voulait être libre, vivre la belle vie, loin des guerres et tout ça. Mais voilà qu'il va se retrouver à vivre dans un petit village de paysans et il va devoir faire en sorte de défendre ce village parce qu'il y a des milliers de soldats qui sont en marche vers celui-ci. Donc il va devoir former des combattants, trouver le moyen de faire des fortifications, trouver des armes, apprendre aux villageois à se battre. Et surtout, il va devoir accepter de devenir un guerrier mage. Lui qui a toujours nié être un guerrier mage et qui ne supporte pas être cette personne-là avec des capacités particulières. Mais il est attaché aux personnes de ce village et il ne veut pas renoncer à cela. Jusque-là, le résumé me faisait très envie. Je trouvais qu'il y avait énormément de potentiel. Sauf que on est dans un one-shot de fantasy et je crois que le fait que ce soit un one-shot, ça peut lui desservir. Ce genre d'histoire, je pense que c'est un peu mieux quand c'est en saga, où on a vraiment un premier tome très introductif et ensuite on développe un peu plus les relations, puis après on développe un peu la bataille. Vous voyez, vraiment en 3 parties, souvent c'est très bien, moi je trouve, quand on a un tome introductif qui pose un contexte, qui pose un univers. Qu'ensuite, on a un deuxième tome qui développe vraiment les personnages, l'attachement, qui commence vraiment à mettre en avant la bataille. Et quand on a un dernier tome qui est hyper explosif, quoi. Franchement, moi j'adore quand c'est un petit peu tracé comme ça dans les fantaisies.
Et là, bah, pour tout vous avouer, j'ai pas forcément cerné tous les enjeux de l'histoire. Je me suis pas forcément attachée aux différents personnages, même s'il y a certaines de leurs interactions qui étaient très très divertissantes. Et j'ai relu plusieurs fois le résumé du livre parce que je me souvenais plus de quoi parlait l'histoire alors que j'étais en train de l'écouter ou de la lire, ça dépendait des moments. Dans cette histoire, comme je vous ai dit, on suit Jal qui est le personnage principal, ses différentes aventures, les relations qu'il tisse, mais toutefois bah, je trouve que l'incidence sociopolitique, bah, elle est pas ouf, je suis passée à côté. Par contre, les scènes de Smut, elles, je suis pas passée à côté, je vous le garantis. Elles sont là, elles sont très malaisantes pour le coup et elles sont hyper visuelles. Alors, moi je me mettais dans un livre de high fantasy, je m'attendais à ce que ce soit plutôt le contexte sociopolitique qui soit hyper visuel. Non, c'était le cul. Voilà, vous sentez un petit peu mon désespoir. Après, je dois dire que le fait que ce soit un héros qu'on suive et pas forcément une héroïne, comme on a dans beaucoup de fantasy aujourd'hui, de romantaisie, le fait que tout ne soit pas centré autour d'une romance, puisque, bah oui, certes, il y a beaucoup de smut, mais le gars, il va beaucoup voir de péripapéticiennes. J'essaie de dire des mots un petit peu plus savants, histoire de pas me faire bannir des vidéos quand on aborde ce genre de thématique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je disais, voilà, on n'est pas vraiment dans un aspect romantique, bien au contraire, mais personnellement, bah, comme je vous ai dit, moi je préfère le côté omniscient, je préfère quand on a aussi les pensées et les points de vue de d'autres personnages, qu'on n'a pas qu'un personnage. J'aime bien vraiment avoir un ensemble, surtout pour de la fantasy. En romance, j'adore le point de vue interne, mais pas en fantasy. Au niveau du suspense et de l'originalité, y en a-t-il, il y en a pas, je ne sais pas. Comme je vous ai dit, je suis passée à côté de l'histoire, donc de ce fait, je pouvais qu'être surprise par les différents éléments. Parce que quand je commençais ma lecture, je continuais ma lecture, je me souvenais déjà plus ce qui s'était passé 10 pages avant. Je trouve que si le livre, il avait pas mal de points intrigants, il souffre de l'aspect one-shot, qu'on essaie de glisser dans un seul tome de 600 pages qu'il faut avaler, qu'il faut subir. Après, j'ai vu qu'il avait de très bonnes notes sur les réseaux. Alors, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si pour vous, c'est une pépite ou s'il n'y a que moi qui suis passée à côté de cette histoire. Pour la suite de cette update, il n'y a que des pépites. Alors, je vous conseille de rester encore un petit peu à l'affût. Et je vais vous parler de l'une d'entre elles avec le tome 3 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Dois-je vous présenter cet auteur ? Je ne pense pas. Alors, je vous montre l'intégrale, mais je vais vous parler que du tome 3, donc la dernière partie de cette intégrale. Je vous ai déjà parlé les mois précédents du tome 1 et 2. Pour vous refaire un petit récap, on va suivre dans cette histoire Althea, ainsi que d'autres personnages de la famille Vestrit. Le patriarche de la famille vient de décéder. Althea, qui était avec lui sur son navire, qui était sa fille chérie, espérait vraiment pouvoir hériter de la Vive Nef et prendre le relais de son père en tant que grande marchande et naviguer et faire prospérer les affaires de la famille. Sauf que Kyle, le mari de sa sœur, va hériter de cette Vive Nef. Ça va créer de multiples embrouilles familiales. Althea va tout faire pour pouvoir un jour récupérer la Vénitia, qui est la Vive Nef, donc c'est un bateau avec un esprit magique et tout ça, enfin voilà, c'est hyper fun. Et on va suivre en parallèle les différentes aventures des différents protagonistes de cette famille, les incidences. On va suivre des personnages qui viennent d'un lieu qui s'appelle le désert des pluies. Un lieu très intriguant, des personnages qui m'intriguent vraiment, vraiment beaucoup. J'en apprends un petit peu plus, là, je suis dans le tome 4, le jour où je vous parle. C'est vraiment sympa. Fin du tome 4. Dans les premiers tomes, si on est vraiment centré sur les histoires de famille et l'héritage de cette Vive Nef, la suite va s'élargir sur un univers plus que palpitant. Le récit, avec le tome 3, va prendre un petit peu une nouvelle tournure. Tournure que je ne peux pas vous mentionner, étant donné que je veux éviter de vous spoiler. Donc voilà, je vous ai fait vraiment un résumé très bref et très réducteur pour éviter de trop vous en dire. Mais dans le tome 3, ça y est,
l'histoire est lancée. Alors, moi, je vous conseille vraiment d'essayer de lire les 3 premiers tomes ensemble. Ça fait un intégral. L'intégrale, il fait en termes de pages à peu près 950 pages, mais clairement, le découpage français fait que les 3 premiers tomes, c'est un seul tome dans la version VO. C'est pour ça que l'intégrale est vraiment sympa pour le coup. Et donc, ce tome 3, forcément, il amène beaucoup plus d'action, il amène beaucoup plus de révélations, étant donné que c'est la fin du premier tome en réalité. Et de ce fait, l'histoire est lancée. Les dilemmes vont être de plus en plus intenses en termes des personnages, en termes de la famille, en termes des différentes aventures. On va se poser, nous, en tant que lecteurs, de nombreuses questions et on va avoir un côté politique dans cette histoire un peu plus présent, même si certains enjeux ne sont pas encore forcément bien clairs. Certains enjeux s'éclaircissent d'ailleurs dans le tome 4. Robin Hobb, elle a une plume qui est assez douce. Franchement, elle a une plume douce. Et elle sait être hyper visuelle. Personnellement, on visualise. Les relations entre les personnages sont hyper bien faites. Personnellement, le tome 3, il m'a scotché. Je m'attendais pas à vivre certains événements. Je vous jure, la fin du tome 3, je suis restée en mode comme ça. J'ai vraiment la bouche ouverte et j'étais en mode waouh, comment c'est possible? Non, mais comment ça va se passer maintenant? J'étais vraiment en mode comme ça. Et je trouve que la suite ne peut que s'enrichir et amener encore plus de relief à cette super aventure. Aux personnages ambivalents, j'en aime énormément des personnages. D'autres m'insupportent, n'est-ce pas Malta? J'ai envie de la claquer, cette gamine, qu'elle prenne un petit peu du plomb dans sa tête. Enfin bref, j'ai hâte de voir comment tout va évoluer. Mais en tout cas, Robin Hobb, c'est une valeur sûre. Lisez. On passe dans un univers un petit peu sombre avec le tome 5 du Porteur de Mort de Angel Arkin que j'ai lu en lecture commune avec mes acolytes du Discord. C'est toujours une lecture commune sur laquelle je prends énormément de plaisir. Je ne vais pas vous refaire de résumé sur le Porteur de Mort parce que actuellement, le résumé du tome 1 n'a plus rien à voir avec le tome 5 et je ne veux absolument pas vous spoiler. C'est un univers hyper riche, avec énormément de détails, un univers dont le résumé du tome 1 n'est pas du tout représentatif de la saga, mais si aujourd'hui je vous fais un résumé représentatif de la saga, le problème c'est que je vous spoil la saga. Donc c'est un petit peu compliqué. Toutefois, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir mes anciens updates lecture où je vous parle du tome 1, du tome 2, du tome 3, du tome 4 et aujourd'hui du tome 5. Il y a un tome par mois, donc remontez 5 mois en arrière. Ce tome 5, c'était vraiment quelque chose. Il était tellement riche en intrigues, en révélations. Chaque zone d'ombre qui était là dans ma tête avec les nombreuses questions, elles ont eu des réponses qui ont amené encore plus de questions. Vous allez me dire, mais pourquoi en fait t'es contente d'avoir des révélations qui t'amènent encore plus de questions? Eh ben, tout simplement parce que ce récit me rend dingue. Et c'est positif, parce que ça veut dire que je m'implique dans cette histoire et je suis subjuguée par la plume, par le développement, par la richesse de l'univers, par la richesse de toutes ces différentes intrigues, par l'évolution des personnages qui est vraiment scotchante. La plume d'Angel Arkin, elle sait vraiment m'hypnotiser. Elle a des mots qui sont très forts dans ce livre. Elle a des émotions qui sont transcendantes, avec cette aura de mystère qui vous donne toujours envie de tourner les pages, toujours envie d'en savoir plus. Il y a vraiment une réelle personnalité qui va se dégager des personnages, mais une personnalité qui est tellement différente qu'on ne peut pas confondre un personnage par un autre. C'est hyper bien fait, chaque pensée, chaque dialogue, ça vous prend aux tripes. Parfois, on passe à côté de nombreux détails, mais parce que l'univers est hyper riche et je pense que c'est un univers qu'une fois j'aurai fini la saga, il va falloir que je relise, mais en enchaînant les tomes d'une traite, parce qu'on a tendance à oublier un détail du tome précédent qui influe sur ce tome-là, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de petits éléments qui vont s'imbriquer et qui vont former un tout, mais délectable. Franchement, c'est délectable. J'ai du mal à me dire que ce tome 5, c'est l'avant-dernier opus qui conclut le Porteur de Mort. Après, il reste des spin-offs, mais vraiment, je vous parle de la saga sur Saïs, Naïs, Tori, Meridian, qui sont vraiment les personnages clés de l'histoire. Et je me demande comment ça pourra se conclure. Franchement, je sens vraiment mal le tome 6. J'ai vraiment très peur pour les personnages. J'ai du mal à me dire, cette histoire pourra bien se finir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se trouve, ça se finira bien, hein.
Mais je sais pas. J'ai pas l'impression que ce sera le cas. J'ai l'impression que c'est une fin qui me laissera un goût amer. Et j'ai vraiment très hâte de commencer la lecture du tome 6, mais j'ai en même temps vraiment très très peur. Et pour le coup, en termes de suspense et d'originalité, honnêtement, j'ai jamais rien lu de tel. Je sais que l'autrice, elle s'est inspirée un petit peu du Seigneur des Anneaux, parce qu'elle est très très fan de l'univers, qu'elle adore la plume de Robin Hobb, donc on retrouve un peu quelques similitudes. Mais en dehors de ça, si dans les premiers tomes on ressentait vraiment ses influences, dans les tomes qui suivent, on ne le ressent plus du tout. L'autrice a su vraiment donner une identité propre à sa saga, une identité qui fait que vous ne pouvez vraiment pas prédire ce qui va se passer. Dès que vous imaginez quelque chose, vos théories, elles se font détruire. Clairement, elles se font détruire. Et en fait, je trouve ça vraiment sympa d'arriver à avoir une lecture aujourd'hui qui arrive à vous surprendre. Surtout quand vous êtes un lecteur qui a lu énormément de livres. Et il faut dire ce qui est, quand on a l'habitude de lire beaucoup de livres, que ce soit en fantasy ou en romance ou plein de petites choses comme ça, les codes, on les connaît et on devine beaucoup plus facilement comment le livre va se terminer. Et du coup, c'est appréciable en fait de ne pas savoir. Et c'est quelque chose que je pense rechercher aujourd'hui dans mes lectures. En termes des personnages, mes chouchous, ils ont changé. Si j'avais vraiment un gros faible pour Seiss et Naïs au tout début de la saga, aujourd'hui, mon cœur est pour Méridiane et Tori. Ce sont vraiment les deux personnages qui pour moi sont clés dans cette saga. Les deux personnages qui sont plus touchants. Méridiane, c'est vraiment mon personnage préféré. Elle est remplie de paradoxes, mais elle est également remplie d'amour. Je la trouve hyper mature, surtout quand on a connaissance en fait de son vécu. Et même si j'adore suivre les autres personnages, certaines de leurs décisions, notamment celle de Seiss, me font vraiment rager. Parfois j'ai envie de le secouer, j'ai envie de lui donner une gifle histoire de le réveiller, vous voyez un petit peu. Oui, Seiss, tu as déclenché quelques pulsions violentes en moi. Enfin bref, Porteur de mort, c'est vraiment une saga exceptionnelle. Lisez Le Porteur de mort. Les maîtres savent déjà que ce livre, c'est un de mes derniers coups de cœur puisque je leur en ai parlé dans un vlog qui leur a été réservé. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous voulez faire partie des maîtres, me soutenir pour une petite participation financière, avoir une vidéo exclusive par mois et la priorité aux réponses des commentaires ainsi que mes vidéos avec quelques jours d'avance. Vous pouvez souscrire à la chaîne et vous aurez ce petit de contenu. Mais tout le reste de mon contenu reste exclusivement gratuit. Voilà, c'est vraiment un petit plus pour soutenir les personnes qui me donnent un petit coup de pouce sur les réseaux sociaux. Et donc, les maîtres ont déjà mon avis sur La Voix des Ombres de Brent Wicks de la saga L'Ange de la Nuit. Je vous montre 2 tomes pour ce livre-là, mais ça, c'est puisque c'est l'ancienne couverture, et ça, aujourd'hui, c'est la nouvelle couverture, sachant qu'il y a une nouvelle saga dans le même univers qui suit le personnage de cette saga-là plusieurs années plus tard. Donc je vous conseille vraiment de lire L'Ange de la Nuit dans cette version-là avant d'attaquer la nouvelle saga, puisque sinon vous allez vous faire spoiler clairement. La nouvelle saga en fait a exactement la même couverture, presque, avec quelques détails qui au lieu d'être orange sont gris, voilà. Et sur le coup, quand Aurélie de la chaîne Livromancienne, mon amie, m'a donné ce tome-là, je croyais que c'était le tome de la nouvelle saga, mais non, c'est lui. Personnellement, j'ai une petite préférence pour celui-ci qui, je trouve, reflète un petit peu mieux l'histoire avec le petit côté assassin parce que la couverture me fait penser un peu à un style Assassin's Creed et tout ça. J'aime beaucoup avoir la cape d'assassin avec la capuche, que ce petit côté-là me fait penser un peu plus à tout ce qui va toucher à l'église. Mais voilà, ça c'est les goûts personnels. Dans cette histoire, vous allez suivre des assassins. On vous dit que le tueur parfait, il n'a pas d'amis, il n'a pas d'attache, il a que des cibles. Et Durzo Blaint, c'est un assassin qui est totalement accompli, pour qui le meurtre n'a aucun secret. Et il a des talents qui sont liés à un don. Et donc, quand il va rencontrer Azoth, un petit garçon qui vit dans la rue, il va voir du potentiel en lui. Il va devenir son formateur. Et Azoth va devenir Kailar. Kailar, c'est sa nouvelle identité. Il se fait passer pour un noble, mais il suit en réalité une formation d'assassin. Et on attend que Kailar développe le don. Mais attention,
ça va être très dur pour Kailar parce qu'il va devoir abandonner son ancienne vie, changer complètement son identité et vivre dans un royaume rempli d'intrigues politiques, de dangers, de drôles de magie, et il va devoir sacrifier ce qui lui est le plus précieux aujourd'hui. Ce premier tome de cette trilogie, je dis bien que c'est une trilogie, vous verrez 4 tomes, mais attention, le tome qui est marqué L'ombre parfaite est en réalité un préquel de La Voix des Ombres à lire en tout dernier parce qu'il spoil la saga d'après les avis que j'ai pu voir sur internet. Donc on est vraiment sur un tome qui est introductif, qui va lancer la saga, mais qui est vraiment pas dénué d'intérêt. On va avoir une histoire qui va prendre le temps de développer son univers et qui va mettre en avant les fonctions des différents personnages, la magie, le contexte sociopolitique. C'est un tome qui va jouer entre les jeux de pouvoir, l'assassinat, le petit côté apprentissage, les secrets, mais aussi on va voir des personnages qui jouent énormément de double jeu. On ne s'ennuie pas, on ne sait pas qui est méchant, qui est gentil. Et en même temps, dans cette histoire, il n'y a pas vraiment de méchants, il n'y a pas vraiment de gentils. On a des personnages qui sont très ambivalents, très nuancés, qui sont pas manichéens. Et je vous jure que c'est passionnant. Franchement, je me suis éclatée, je me suis pas ennuyée. Il y a déjà des petites scènes de bataille qui sont hyper visuelles. Le récit, il est très sanglant pour un premier opus. J'adore ça personnellement. Et ce n'est qu'une introduction. C'est ça que je me dis. C'est que ce n'est qu'une introduction. Donc qu'est-ce que va nous réserver la suite ? On est vraiment dans de la dark fantasy adulte avec une plume qui, je trouve, est assez accessible. Au départ, je m'étais dit que je ne le lirais pas en livre de chevet, tout simplement parce que forcément, quand on est sur le point de s'endormir, on n'est pas hyper concentré et on peut avoir du mal à se mettre dans l'histoire. Sauf qu'en fait, j'étais tellement dedans que j'ai fini par le lire à 1h du matin, quoi. Quand j'arrivais pas à trouver le sommeil, j'ai pris mon livre et puis j'ai dévoré les pages qui me restaient à lire. Voilà. Je l'ai fini en lecture de chevet parce que je ne pouvais penser à plus rien d'autre qu'à ce récit. Et comme je vous ai dit, on a vraiment un équilibre entre action, dialogue, révélation. Et même si on a un contexte sombre, l'auteur, il sait amener une touche de légèreté à travers des moments qui vont mettre en avant des petites scènes liées à l'amitié ou à l'amour d'enfance, par exemple. Attention, on n'est pas du tout dans une romance, hein. Je le précise. Même si y en a une qui peut se dessiner, c'est pas du tout le sujet de l'histoire, c'est vraiment un élément tertiaire. Mais franchement, j'ai passé un très très bon moment. Le récit, il a su me scotcher vraiment plus d'une fois, puisque il y a des personnages, comme je vous ai dit, qui sont surprenants. On ne sait pas trop de quel côté ils sont. Et donc, forcément, le récit, il a ce petit côté imprévisible. À qui peut-on faire confiance ? Comment tel personnage va réagir ? Pourquoi telle ou telle chose aurait un impact sur le royaume ? Et quel impact cela aurait sur la vie des personnages ? Enfin bref, c'était incroyable. L'auteur, il n'aurait pas pu faire des protagonistes plus nuancés. Et franchement, c'est agréable. J'apprécie vraiment ce genre de récit et j'ai vraiment très très hâte de découvrir la suite. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai adoré la série La Servante écarlate. Et de ce fait, quand une amie m'a offert le tome donc La Servante écarlate de Margaret Atwood, le livre dont s'est inspirée la série, même si celle-ci a pris beaucoup de liberté scénaristique, et j'avais très envie de découvrir cette histoire originale. Et j'ai adoré. Alors il faut savoir que dans le monde, la fécondité a chuté, les femmes ont de plus en plus de mal à enfanter et c'est là que la République de Gilead va arriver à créer des fanatiques religieux qui vont réduire certaines femmes en tant qu'esclaves sexuelles afin de se servir d'elles pour pouvoir produire des enfants. C'est là qu'on va suivre deux Fred, notre servante écarlate. Les femmes sont vêtues de rouge et elles vont servir une famille qui n'arrive pas à procréer. Et au moment de l'ovulation et de tout ça, elles vont venir sur le lit, poser sur les genoux de la madame, les cuisses écartées, pour que le monsieur fasse sa petite affaire et elles vont servir en gros de mère porteuse. Sauf qu'elles ne sont pas mères porteuses par la science, vous voyez. Elles subissent carrément un VIOL. C'est hyper dur, en fait, comme histoire. Si vous avez vu la série, vous savez exactement de quoi je parle.
Et donc, on va suivre un petit peu cette histoire, mais on va suivre aussi l'histoire de ces femmes qui ne veulent pas se laisser faire, qui veulent retrouver leur liberté, leur vie d'avant, leur famille, qui malheureusement ont été éclatées par cette république qui a conquis le continent. Ce récit, il est vraiment glaçant. Et le plus dur, c'est que c'est très visuel en fait. Et je pense que dans ma tête, c'était encore plus visuel puisque je visualisais vraiment la première saison de la série. Je trouve que la première saison de la série et ce tome sont vraiment très similaires sur certains points. Il y a un gros point qui diffère, mais je vous dirai pas lequel. Et après, toutes les autres saisons, la série, c'est de la liberté scénaristique. Donc voilà. Il y a un deuxième tome sur la saga, mais ça se passe des décennies plus tard. Donc voilà, ça a vraiment rien à voir. On suit plus forcément notre servante qu'on suit dans cette histoire-là. Et si l'intrigue de ce tome, elle met beaucoup de temps à se développer, ne cherchez absolument pas un récit rempli d'action. C'est pas du tout ça. On est sur quelque chose qui va vraiment dépeindre une société, qui va dépeindre les différentes atrocités. Et le tout, c'est vraiment relaté du point de vue de notre héroïne, qui va mettre en avant sa vie passée, mais également ce qu'elle vit aujourd'hui. Et je trouve que la force de ce texte va concerner tous les petits changements de la société avant que Gilead ait le pouvoir. Et c'est ces petits changements petit à petit qui vont mener à ça, qui vont mener à cette société qui vous font réfléchir, qui vous font prendre conscience des choses. Et je trouve qu'au vu de la période à laquelle le livre a été écrit, je trouve l'histoire hyper originale, mais d'autant plus flippante. Parce que c'est terrible ce qui s'y passe en fait. C'est terrible. Et on est dans une dystopie. Et comme dans beaucoup de dystopies, il y a des choses qui font écho au vécu de la société. Donc voilà, franchement, c'était une lecture très enrichissante, très difficile. Soyez accrochés. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce livre, mais j'ai quand même envie de vous en parler parce que j'ai relu les 6 tomes de la Guilde des Ombres de Anatrice. Oui, je voulais les relire à l'occasion de mon challenge littéraire, l'Assassin's Boot Challenge, qui se termine le 7 octobre. Et de ce fait, j'ai validé 6 points bonus, donc c'est plutôt cool, 1 point par tome. Et j'ai pris énormément plaisir à relire cette histoire. Je vais pas vous refaire un update puisque ce point lecture est hyper long. Il y a plein de vidéos où je vous parle de la Guilde des Ombres, mais j'ai été encore une fois fascinée par cette dark fantasy qui va mettre en avant une jeune fille qui a un don de mort, qui va intégrer une guilde d'assassins, qui va suivre des cours dans des conditions qui sont absolument pas faciles, qui va vivre une relation toxique jusqu'à ce que cette fille prenne conscience de plein de choses, se rebelle et surtout qu'elle devienne la déesse qu'elle est en fait. J'aime tellement cette saga, j'aime tellement. Le contexte sociopolitique, il est tellement riche. Le contexte divin, il est tellement riche. Les créatures magiques, elles sont incroyables. Belladine, je l'aime encore plus après avoir relu cette histoire. J'aime énormément la combativité de Panama. J'aime découvrir de nouveaux détails qui nous mènent à la guerre céleste. C'est incroyable, quoi. Enfin bref, je m'attarde pas plus. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Il y a déjà beaucoup de vidéos où j'en parle. Mais voilà, c'était pour vous dire, j'ai relu les 6 tomes de la Guilde au mois d'août et j'ai vraiment pris mon pied puisque j'ai fait les 6 tomes en une semaine. Je vais à présent vous parler de l'ombre des dieux de John Gwynne. Je vais pas m'attarder non plus trop sur ce tome étant donné que la vidéo est déjà bien assez longue, mais j'ai pris énormément de plaisir. Pourquoi je m'attarde pas? Tout simplement parce que je vous ai fait un vlog dédié à ce titre, donc n'hésitez pas à aller le voir. Mais si vous aimez la mythologie nordique, si vous aimez la fantasy, les thématiques qui touchent à l'esclavage, au clan, aux divinités, je pense que ce livre pourra énormément vous plaire. Il faut savoir que les dieux, ils ont laissé une plaine dévastée parce que il y a eu une guerre qui est dévastatrice. Et suite à cela, il y a les humains qui essaient de survivre aux incursions de certaines créatures monstrueuses. Il y a des personnages qui essaient de survivre à l'esclavage et d'autres dont leurs enfants ont été enlevés. Ces personnages viennent de peuples nordiques complètement différents, des peuples qui se font la guerre, clairement. Mais malgré ça, malgré les petits conflits du petit peuple, comme on pourrait dire, un conflit bien plus dévastateur pourrait avoir lieu.
Et une nouvelle fois, le territoire de Vigrid pourrait être plongé dans le chaos. Alors personnellement, ici on est sur un premier opus, donc celui de la confrérie du sang, c'est le nom de la saga, qui est hyper introductive et qui va mettre en avant des personnages très différents, qu'on vogue dans un univers qui est assez intrépide et très sanglant, avec des sujets, des scènes de bataille qui ne nous épargnent pas. Dès les premières pages, en fait, vous êtes plongé au cœur d'une bataille avec du sang qui gicle et tout ça. Et vous voyez les différents conflits sociopolitiques entre les différents jarls et tout ça. Vous avez un bel aperçu de tout ce qui touche à la mythologie. On est dans un premier tome qui est rempli d'action, mais c'est assez paradoxal parce que c'est hyper introductif et le récit est quand même assez lent à se mettre en place malgré tout. On voit pas vraiment où John Gwynne, l'auteur, veut nous emmener dès les premières pages. Toutefois, je trouve qu'avec le champ lexical, avec tout ce qui est descriptif, on est hyper immergé dans le récit parce que on ressent l'impact culturel lié à tout ce qui est viking. Et il y a un glossaire à la fin de ce tome. Faites pas comme moi, faites pas des recherches Google parce que vous n'avez pas vu qu'il y avait un glossaire. Il y a un glossaire. Vous n'avez pas besoin de faire comme moi. Voilà, hein, je vous le dis. Le suspense, il est là, hein, parce que à la fin, je suis restée vraiment estomaquée. Je peux pas vous dire la raison du pourquoi, du comment. Et on suit 3 personnages différents. Sur ces 3 personnages, il y en a vraiment une qui m'a touchée, c'est Orca, qui est une guerrière. Mais avant d'être une guerrière, enfin, elle a été guerrière avant, mais aujourd'hui c'est une mère de famille. Malheureusement, elle fait partie de ceux dont les enfants ont été enlevés, dont son fils. Et elle va reprendre en fait sa fonction de guerrière pour pouvoir rechercher son fils, le sauver et comprendre d'où viennent toutes ces disparitions d'enfants. C'est vraiment le personnage qui m'a le plus touchée. Et après, on a d'autres personnages. Donc, on a le personnage qui a été esclave et qui aujourd'hui fait partie de la confrérie. Et on a une autre héroïne qui, elle, combat auprès de mercenaires parce qu'elle a vécu un décès qui est assez terrible. Et bien entendu, vous vous doutez que ces personnages, il y a un lien qui va les unir et tout ça. Mais franchement, ils sont hyper intéressants. Et en fait, ce premier tome, il vous dépeint vraiment ce contexte pour pouvoir vraiment lancer l'histoire au sein de la mythologie et au sein de la grande menace qui va débarquer. Je suis allée voir, comme beaucoup je pense, au mois d'août, le film Jamais plus au cinéma de Colleen Hoover. Alors j'avais lu le livre il y a longtemps, je n'ai pas gardé le brochet, mais avant de voir le film au cinéma, il a fallu que je me remette l'histoire en tête. Enfin je dis il a fallu, au départ je me disais je ne veux pas me remettre l'histoire en tête pour pouvoir apprécier le film. Et finalement, quelques jours avant d'aller voir le film au cinéma, j'ai relu Jamais plus et j'ai découvert en audio À tout jamais que j'avais pas encore lu de Colleen Hoover. Dans cette histoire, on y suit Lily Blossom, une jeune femme qui a vécu une enfance difficile parce qu'elle avait toujours vu sa mère se faire violenter par son père. Et le jour de l'enterrement, elle va pas vraiment avoir de peine parce que elle ne supportait pas en fait les atrocités que faisait subir son père à sa mère, même si elle n'en a jamais été directement la victime. Et un jour, suite à l'enterrement, elle va se mettre en haut d'un immeuble qu'elle aime affectueusement pour la vue. Et c'est là qu'elle va y faire la rencontre de Ryle, un neurochirurgien qui est hyper charmant, qui est très ambitieux au niveau de sa carrière. Et entre eux, ça va être en quelque sorte un petit peu le coup de foudre. Pourtant, Lily va vivre des choses atroces et ça va faire écho avec son passé. Mais elle va devoir faire un choix terrible pour se sortir d'une situation terrible, sachant que des éléments de son passé vont revenir et faire acte dans le présent. Je ne peux pas vous en dire plus, je pense que vous savez de quoi parle cette histoire, on la voit de partout sur les réseaux sociaux, mais moi j'ai pas envie de développer plus le résumé parce que entre toutes les bandes annonces, les scènes de films que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux et le fait que ce livre, on en a entendu parler énormément ces derniers temps, même si ça fait un long moment qu'il est sorti, mais comme il a été réédité, qu'il est sorti au cinéma, forcément il y a énormément de bruit et je trouve que ça spoil un petit peu beaucoup. Et si ce livre il est publié chez Hugo en collection d'une romance, pour moi ce n'est pas une romance à proprement parler, on est plus dans un drame. Oui, il y a de l'amour dans cette histoire, mais on a surtout une belle rencontre qui va tourner au cauchemar. Et Colleen Hoover, elle nous relate cette histoire avec beaucoup de perfection, je trouve, parce que on passe de gestes anodins à des petites paroles, à des accès de colère qui vont
devenir un enfer en fait. Et je trouve qu'il y a le côté émancipation, prise de conscience dans cette histoire qui est hyper bien fait, hyper important et qui fait très réaliste. On sent que Colleen Hoover, elle connaît son sujet et c'est factuel qu'elle le connaît. Dans le sens où elle nous dit à la fin qu'elle relate un petit peu l'histoire de ses parents. Avec quelques aménagements, bien entendu, au niveau du scénario, de l'histoire. Mais vraiment, ce livre est inspiré de l'histoire de sa propre famille. L'émotion, elle est intense, le message passe. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que la thématique n'est pas juste une trappe de fond. Et elle n'est pas minimisée, bien au contraire. Il y a vraiment des phrases qui sont très fortes. Des citations qui sont très parlantes. Je pense que vous les avez vues. C'est obligé, vous les avez vues. Vous les avez entendues, vues passer sur les réseaux sociaux, parce que moi je les ai vues de partout. Mais pour moi, la fin m'a paru un petit peu rapide. Notamment sur la partie du tome 2. Je vous fais vraiment un avis global sur le tome 1 et 2. Mais voilà. J'ai surtout eu l'impression que la fin de À tout jamais, donc le tome 2, est rapide. Et À tout jamais, c'est vraiment un tome qui est là pour faire plaisir aux fans à la base. Parce que Colleen Hoover, elle ne comptait pas l'écrire. Elle l'a dit dans une interview, elle a écrit ce tome parce que suite au succès, en fait, il y a eu des pétitions, il y a eu des fans qui voulaient vraiment une suite. Et donc, elle a fait cette suite vraiment pour satisfaire. Et cette suite ressemble plus à une romance dont on a l'habitude. Mais pour moi, la fin est assez expéditive. Et c'est un petit peu dommage. Sachant qu'on a des personnages qui sont incroyables et une psychologie qui ne pourrait pas être plus mise en avant dans un tel récit. Pour moi, Lily, c'est vraiment la femme forte, la femme admirable. Et pour moi, c'est une duologie à retenir particulièrement pour tout ce qui sensibilise aux violences conjugales. Et je pense qu'à terme, je me rachèterai les poches. J'avais le brochet, mais j'étais pas hyper fan de la couverture brochée. Aujourd'hui, on a de très très belles couvertures en poche. Donc, j'avoue que pour les Hugo, j'ai un petit faible pour leur collection poche parce qu'ils prennent pas beaucoup de place. Ils sont très colorés et surtout, on a un aperçu de la couverture ici sur la tranche et je trouve ça vraiment génial. Je vais à présent vous parler des petits webtoons que j'ai lus, mais je ne vais pas forcément rentrer en détail dessus parce que je sais très bien que c'est pas ce qui vous intéresse sur la chaîne. Mais j'ai lu le tome 4 et 5 de Crush of Lifetime de Jeong Lim et Kim Yeon-woo. Et j'adore cette histoire. Alors on est vraiment dans une histoire de lycéen avec des personnages très différents. Il y a notre personnage masculin qui élève seul son petit frère depuis que ses parents sont décédés. Et on a notre héroïne qui est la fille d'une ancienne Miss et actrice. Et de ce fait, elle a toujours un petit peu souffert de cette notoriété et de la comparaison qu'on peut faire entre elle et sa mère. Et comme elle n'a pas été épargnée petite, sa mère a mis un peu... beaucoup même sa carrière de côté pour pouvoir la préserver, mais des choses se passent et font que c'est assez compliqué. On a vraiment une romance qui va se créer mais de manière très subtile entre ces deux personnages et je trouve ça hyper mignon parce que je trouve que plus on avance dans la saga, plus les tomes vont développer avec minutie la naissance des sentiments qui passent d'une amitié à de l'amour. Et on a un récit qui prend son temps, qui est très centré sur l'émotionnel. Alors certes, on a des petits éléments qui tournent un petit peu en rond et j'avais envie de voir les choses s'accélérer. Mais j'ai été subjuguée par le graphisme, par l'émotion qu'on peut voir sur le visage des personnages. Et j'ai été touchée aussi, vous savez, par l'impact qu'on peut avoir avec le premier amour. Quel est le bon moment pour se prendre la main ? Quel est le bon moment pour s'embrasser? Quel est le bon moment pour lui dire qu'on l'aime? Comment se comporter devant les copains-copines? Enfin bref, c'est hyper touchant, c'est hyper émouvant. Et personnellement, j'adore ça. Et autre webtoon que j'ai pu lire, et je vais terminer avec celui-ci. Il s'agit de A Business Proposal, le tome 1 et 2 de Narak, Periya et Aewa. Alors vous avez un K-drama sur Netflix qui relate cette histoire. Alors on va y suivre Shinari qui était loin de se douter qu'en rendant service à sa meilleure pote, elle allait vivre une relation assez particulière. Elle va remplacer sa meilleure pote à un rendez-vous arrangé par ses parents en se faisant passer pour sa pote. Sauf que il s'avère que le rendez-vous arrangé, le gars qui est en face d'elle, c'est son patron.
Heureusement, elle y était en mode déguisé, elle va jouer un rôle et tout ça. Et il ne va pas forcément la reconnaître de prime abord. Sauf que quand il va s'apercevoir que la femme qu'il a en face de lui n'est pas la bonne personne, bah en fait il en a rien à secouer parce que lui il veut se débarrasser des rendez-vous arrangés que lui arrange son grand-père et il s'était dit que la première personne qui verrait au rendez-vous ce serait la femme qu'il épouserait. Donc voilà, on est vraiment dans un contexte qui est plutôt drôle et on se demande comment au départ notre héros ne se rend pas compte de la supercherie. On a un scénario qui est assez gros, qui est assez délirant, mais je trouve que ça donne encore plus d'appui à l'histoire, c'est vraiment drôle, c'est très très comique, c'est sans prise de tête. On a un contexte professionnel qui est très sympa, mais qui diffère vraiment des scènes qui touchent au rendez-vous arrangé. Et personnellement, je me suis vraiment fendu la poire. Les dialogues, ils sont drôles, ils sont piquants. Il y a des interactions entre certains personnages qui sont complètement what the fuck. Et je me suis éclatée. Pour moi, le graphisme, c'est peut-être le petit point négatif. Je suis pas hyper fan du style. Je trouve qu'il manque de netteté, mais ça, c'est vraiment mon propre ressenti. On a des thèmes qui sont vus et revus en webcomic, mais pour autant, il y a une dose de fraîcheur qui fait que ce livre, on a du mal à le quitter des yeux. Et les personnages, ils sont drôles, ils sont touchants. On a une héroïne qui a un contexte personnel qui est assez compliqué et qui va contraster avec celui de son ami qui vient d'un milieu riche. Et je trouve ça hyper sympa. Ouais, j'ai terminé le tome 1, je me souviens un samedi matin, le samedi après, je suis allée chercher le tome 2. J'avais vraiment envie de continuer, et le tome 3 sort bientôt, donc je pense que je craquerai sûrement. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture qui est bien assez long. Personnellement, j'ai plus de salive, je vais aller boire un coup, et j'ai ma cliente qui va pas tarder à arriver. Je vais aller bosser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre en commentaire des piles de livres si vous ne savez pas quoi dire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!